Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. La semaine dernière, nos 4 aînés vous donnaient leur avis sur l'année qu'ils ont passée, respectivement à l'école maternelle, primaire et au collège, après 8 années d'instruction en famille. Cette semaine, il est temps pour moi, maintenant, de faire mon propre bilan en tant que parent, formatrice et éducatrice Montessori, pour vous donner mon avis sur ce qui s'est passé. En toute honnêteté, il y a eu beaucoup de bonnes choses, d'autres beaucoup moins bonnes. Et je pense qu'à l'issue de cet épisode, vous comprendrez pourquoi, au final, nous avons demandé à reprendre l'instruction en famille pour quasiment tous nos enfants l'année prochaine. Alors, c'était toute une aventure avec de véritables montagnes russes émotionnelles et nous avons reçu seulement hier les dernières autorisations pour pouvoir pratiquer et reprendre l'instruction en famille l'année prochaine. Donc c'est un soulagement, nous les avons attendus longtemps. Et ce qui est, je vous l'avoue, très perturbant, c'est que nous avons reçu les autorisations par mail. Nous avons reçu un premier mail pour un de nos garçons. Et puis 40 minutes plus tard, un deuxième mail pour un autre de nos enfants. Et puis plus rien. Alors, vous imaginez ce que ça fait. J'ai passé la journée à rafraîchir ma boîte mail, à vérifier qu'il n'y avait pas de nouveaux messages qui étaient arrivés. Il y a plein de choses qui vous passent par la tête dans ces cas-là. Vous vous dites, mais après tout, s'ils ont accepté pour ces deux-là, pourquoi ils n'accepteraient pas pour les 3 autres et en même temps, puisque ça y est, ils ont envoyé les 2 messages et qu'ils n'envoient pas les autres, c'est peut-être que les 3 autres sont refusés. Mais pourquoi? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Pourquoi est-ce que les 5 dossiers ne sont pas traités en même temps et qu'on n'a pas la réponse en même temps? Sachant que les refus sont généralement envoyés en recommandé avec accusé de réception, et que le même jour, j'ai retrouvé dans la boîte aux lettres un papier disant que le facteur était passé sans nous trouver et qu'on avait un recommandé. Vous imaginez le degré de stress. Alors, je vous évite trop de suspense. Le recommandé n'avait rien à voir et il a fallu attendre 2 jours plus tard pour recevoir les 3 dernières autorisations. 2 d'entre elles étant d'ailleurs envoyées dans le même mail. Donc on se dit, pourquoi est-il n'aurait pas pu envoyer les 5 dans le même mail? Mais bon, on va quand même pas chipoter. Nous avons reçu nos autorisations, ce qui est déjà une chance extraordinaire. Alors, je dis une chance. Évidemment, c'est lié à notre travail. Nous avons présenté un dossier qui était extrêmement complet et sérieux. Mais je parle de chance parce que même avec ce dossier complet et sérieux, si nous l'avions présenté dans d'autres académies qui refusent systématiquement les demandes d'IEF, il aurait probablement été refusé. J'ai pu voir dans l'accompagnement des Montessori 7, une communauté dans laquelle il y a beaucoup de familles qui pratiquent l'instruction en famille ou alors du co-schooling. Plusieurs familles ont présenté des dossiers extrêmement similaires en s'appuyant sur les ressources que je proposais et que moi-même j'ai inclus dans notre propre dossier. Donc des dossiers vraiment très proches qui étaient dans certaines académies acceptées et dans d'autres refusées. Donc il y a de véritables inégalités de traitement dans cette affaire. Et c'était une période extrêmement stressante. Alors de notre côté personnel, nous sommes soulagés. Nous sommes évidemment heureux de l'issue de cette procédure. Maintenant, ça ne m'empêche pas évidemment de continuer à soutenir les familles qui se sont encore vues opposer un refus, qui font des recours, qui parfois ont encore un refus à leur recours et qui doivent s'engager au tribunal administratif. Donc il faut continuer à se bagarrer, sachant que chaque autorisation accordée cette année fera jurisprudence et permettra d'obtenir de nouvelles autorisations cette année et les années à venir. C'est un petit peu l'espoir que j'ai. Mais revenons-en un petit peu à cette fameuse année où nos enfants étaient scolarisés. C'était la première année d'école pour la plupart d'entre eux, sauf pour notre fils aîné, qui avait déjà été scolarisé en toute petite section dans une école Montessori, quand il avait donc entre 2 ans et demi et 3 ans et demi.
Grosso modo, on peut dire que pour tous, c'était leur première année d'école. Ils avaient déjà passé quelques journées à l'école aussi pour les 2 aînés, avec des cousins à eux, pendant une semaine. Alors au niveau de la rentrée, il y a eu plusieurs choses un petit peu embêtantes et qui valent le coup d'être mentionnées. Nous avions demandé pour notre fils aîné, qui aime beaucoup les langues, à rentrer en classe bilingue en 6e. C'est une classe où ils démarrent à la fois l'enseignement de l'anglais et de l'allemand, avec donc un petit peu plus d'heures de cours, et ça se prolonge tout au long du collège. L'idée, c'est donc d'apprendre ces 2 langues en même temps, d'où la classe bilingue. Pour y rentrer, il faut faire un dossier, il faut joindre normalement un relevé de notes et une lettre de motivation. Donc nous avions fait le dossier avec la lettre de motivation, nous avions expliqué notre situation, et nous avions joint les rapports d'inspection des inspecteurs d'éducation nationale qui mentionnaient le très bon niveau de François. Malgré cela, notre fils n'a pas été pris en classe bilingue. Et je ne peux pas m'empêcher de m'interroger et de me demander si ça n'est pas lié au fait que tout simplement nous n'avions pas de relevé de notes à présenter. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même plus de demandes que de places disponibles dans cette classe, donc il y a une véritable sélection qui est faite. Mais voilà, j'ai quand même ce petit doute dans la tête. Je me dis que malgré tout, il doit y avoir de gros préjugés envers les enfants qui font l'instruction en famille et qu'on a dû se dire qu'ils n'auraient pas le niveau et on n'avait pas de relevé de notes pour justifier du contraire. De la même façon, la plus grande de nos filles, qui est rentrée donc en CM2, n'a pas pu se retrouver dans la classe de l'une de ses meilleures amies. Elle a deux très très bonnes amies, l'une qui n'est de toute façon pas dans la même école et l'autre qui était dans la même école. Et qui n'a pas pu, Elisabeth n'a pas pu rentrer dans la même classe que cette amie. Et l'argument donné par la directrice m'a vraiment choquée. C'est-à-dire que cette petite fille, l'amie d'Elisabeth, enfin petite grande fille, était dans une classe de CP-CM2. Et la directrice m'a dit, voilà, c'est une classe qui est un peu difficile à gérer en termes d'organisation. Vous imaginez bien qu'avoir 2 niveaux comme le CP et le CM2, c'est très exigeant. Donc, on met dans cette classe des enfants dont on sait qu'ils ne posent pas de problème. Alors effectivement, hein, l'amie de ma fille est une très bonne élève, très, très sage, qui ne pose aucun problème. Mais pourquoi préjuger que notre fille risquait de poser problème? Tout au long de l'année, notre fille a été une excellente élève au niveau scolaire et au comportement absolument exemplaire, aussi bien en classe avec ses enseignants qu'avec les autres élèves. Pourquoi avoir ce préjugé que parce qu'elle venait de l'IEF, elle risquait de poser problème? Ça m'a énormément choquée. On n'a même pas demandé, en fait, si voilà, comment était ma fille? Est-ce qu'il risquait d'y avoir des problèmes? Il n'y a pas eu de relation vraiment de confiance avec la directrice, elle ne m'a pas posé ces questions-là. Elle a tout de suite supposé qu'il risquait d'y avoir des problèmes. Ces suspicions de la part des directeurs ou des enseignants dès le départ sont assez pénibles. Alors que, étonnamment, les camarades de classe de nos enfants n'ont posé aucun problème. Ils étaient intéressés, généralement, vous l'avez entendu un peu la semaine dernière, intéressés de savoir que nos enfants avaient fait l'école à la maison, curieux, ils leur ont posé quelques questions, et puis très vite ils sont passés à autre chose. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il n'y a que le personnel enseignant ou les directeurs qui se focalisaient réellement là-dessus et faisaient preuve de méfiance. Donc c'est dommage. Faites confiance au départ aux enfants qui ont fait l'IEF, tout comme à un autre enfant qui viendrait d'un autre établissement. L'une des autres choses qui m'a marquée à la rentrée, c'est le gâchis de matériel. On demande, mais bon, c'est connu, hein, ça va pas être quelque chose de révolutionnaire. On sait bien qu'à la rentrée, il y a souvent un gâchis phénoménal parce qu'on demande des tas et des tas de cahiers ou l'école fournit des tas et des tas de cahiers dont la moitié ne sont pas terminés. Je sais que beaucoup d'enseignants font de leur mieux et demandent à réutiliser, par exemple, le cahier de poésie qui généralement est rempli au tiers au maximum à la fin de l'année. Il faudrait vraiment que ce soit généralisé. Mais je conçois que ce soit compliqué, ne serait-ce qu'avec des enfants qui viennent d'un autre établissement. Même si on établit une stratégie pour se coordonner à l'échelle d'un établissement, il y a toujours des petits nouveaux. Et malgré tout, ça serait bien que les enfants puissent garder leur cahier. Et peut-être qu'on soit moins tatillon sur le type de cahier utilisé pour pouvoir réutiliser des choses de l'année précédente.
Mais sinon, globalement, la rentrée s'est très bien faite. C'était une rentrée tranquille. Alors, la seule complication, c'est que nous devions être à 2 parents à 3 endroits différents en même temps. Donc, notre aîné a fait sa rentrée seule au collège. Je le regrette un petit peu, mais nous n'avions pas le choix. Et mon mari et moi sommes partis respectivement à l'école primaire et à l'école maternelle pour accompagner nos 3 enfants suivants. J'aimerais faire un petit focus sur les réunions de rentrée. Alors, je suis un petit peu déçue parce que j'avais pris beaucoup de notes à l'époque et beaucoup de choses qui m'avaient fait rire ou qui m'avaient marqué. Et malheureusement, je ne retrouve pas ces notes. Donc, si je les retrouve, peut-être que je ferai un petit complément à cet épisode un jour. Je n'ai plus que mes souvenirs, du coup, donc les choses qui m'ont vraiment le plus marqué. Nous avons assisté à toutes les réunions de rentrée, de l'école maternelle, de l'école primaire et du collège. La première chose qui m'a profondément choquée, c'est que alors c'était pas la réunion de rentrée faite par les enseignantes, mais dans la réunion de rentrée, la présentation, le discours de rentrée, si vous voulez, de la directrice de l'école maternelle, on vous présente les ATSEM par leur prénom et les enseignants par leur nom. Alors excusez-moi, mais la raison derrière m'échappe totalement. Au final, les enfants appellent tout le monde par leur prénom. Donc, ce n'est pas pour dire que les enfants appellent les ATSEM par leur prénom, donc on va les appeler par leur prénom. Pourquoi cette différence de statut aussi choquante ? Je serais ATSEM, je me sentirais profondément blessée par cette différence criante de considération par rapport aux enseignants, alors que les ATSEM font un travail extrêmement important, fondamental en maternelle. Elles assurent un rôle qui est primordial, et je pense que les enseignants généralement en sont tout à fait conscients, mais qu'il y a une structure autour, et que ça vient plus de l'administration, qu'il y a une forme de mépris pour ces ATSEM, qui en gros ne sont là que pour changer des couches. Ou emmener les enfants aux toilettes. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. On pourrait appeler tout le monde par son prénom. Je trouve quand même que c'est plus respectueux qu'entre les parents et les enseignants, on se parle avec nos noms de famille. Mais je le regrette parce que je n'ai jamais eu dans aucun document officiel les noms de famille des ATSEM qui intervenaient dans la classe de notre fille en maternelle. Bon. En ce qui concerne les réunions plutôt avec les enseignants, les professeurs, le jargon de l'éducation nationale m'a vraiment frappée. Ça m'a stupéfiée. Parce que on en parle souvent du jargon, et quand j'étais petite, c'est quelque chose qui est resté de l'ordre de la caricature. C'est-à-dire que les enseignants au quotidien ou dans les réunions parents-profs parlaient normalement, et il n'y avait que les pédagogues, des gens qui réfléchissent à la pédagogie, des gens qui étaient peut-être dans les IUFM, qui formaient d'autres enseignants, etc., qui employaient ce jargon ridicule. Mais là, je me suis aperçue que tous les enseignants l'employaient maintenant. Et donc, alors, j'ai de la chance, je maîtrise ce jargon. La pédagogie, c'est mon métier, c'est ma passion. Donc, je n'ai aucun problème à le comprendre. Mais vous remarquerez que dans mes épisodes de podcast, j'utilise très peu de jargon. Et quand j'en utilise, je l'explique systématiquement. Si je vous parle d'un geste d'écriture, je vous explique ce que c'est précisément. Si je parle d'outils scripteurs, c'est que j'ai une raison de le faire spécifiquement pour ne pas employer le mot crayon et que je vous explique ce qu'est un outil scripteur. Là, vous aviez des parents, du coup, en réunion qui posaient la question, mais là, vous nous parlez de travailler l'appréhension de l'outil scripteur, mais c'est quoi l'outil scripteur? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, vous avez certains enseignants qui emploient ce jargon avec des guillemets. On sent bien que, un peu comme moi, ils connaissent ce jargon, donc ils peuvent l'employer, mais ils savent bien qu'en face d'eux, ils ont des parents et que ce serait ridicule, tout simplement, de parler avec ce jargon. Donc quand ils mentionnent un terme de jargon, ils l'expliquent dans la foulée sans aucun problème. Mais vous en avez d'autres qui emploient ce jargon comme si c'était absolument évident. Alors il y a des mots qui m'agacent, comme le terme de groupe classe. Oui, je comprends la différence entre un groupe classe et la salle de classe, etc., etc. Mais franchement, on peut parler de la classe. Ça devient ridicule, cette notion de groupe classe. Et quand j'étais petite, on se moquait du jargon en présentant les activités sportives comme étant le travail autour d'un référentiel autobondissant pour les jeux de ballon,
ou les déplacements en milieu aquatique fermé plutôt que la natation. Mais en fait, oui, c'est ça. Le professeur de PS au collège nous a bien dit que non, il n'allait pas travailler de la natation, parce qu'en fait, ils n'apprennent pas spécifiquement des nages, et ils n'apprennent pas la technique spécifique des 4 grandes nages. Ils apprennent à se déplacer dans la piscine, dans l'eau. Et donc, il a employé le terme de déplacement en milieu aquatique fermé. Bon, voilà, je trouve ça absurde, on s'enfonce encore davantage dans ce vocabulaire un petit peu ridicule, qui a un sens quand on fait des recherches pédagogiques, quand on travaille sur la nuance, quand on veut exprimer des notions très précises. Et justement, par exemple, expliquer que oui, c'est pas du travail de technique de natation que l'on fait, mais un travail de capacité à se déplacer dans l'eau. On peut employer ces termes quand on est à une réunion de parents, c'est tout simplement ridicule. Voilà, ça c'est mon petit... l'un de mes chevaux de bataille, mon petit cheval de bataille, c'est pas très important, mais bon, quand même. Sinon, on comprend des choses un petit peu à mi-mot, il y a des allusions qui sont lancées par certains enseignants, mais on a l'impression que si on n'était pas là les années précédentes, si on arrive dans une nouvelle ville, etc., on n'est pas au courant, et qu'un petit nombre de personnes sont au courant, donc au collège, on comprend qu'il y avait eu des histoires de budget, que le budget a été un peu gaspillé les années précédentes, qu'il y a eu des ennuis, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. On comprend qu'il y a eu des histoires et que du coup cette année, il n'y a pas tellement de budget pour les sorties scolaires. Voilà. On comprend aussi que il y a eu des histoires de harcèlement, mais on n'en sait pas plus. Tout est évoqué d'une façon très floue, à demi-mot. Et je trouve lamentable cette absence de transparence. Alors nos enfants, j'aurais dû le préciser au tout début, sont tout simplement allés dans leurs établissements publics de secteur. Donc dans les écoles dont ils relevaient, des écoles publiques. Je dois aussi préciser que nous habitons dans une petite ville tranquille, plutôt favorisée, parce que nous sommes dans en proche région parisienne assez favorisée. Nous avons la chance, nous, de pouvoir y habiter grâce à des aides au logement du métier de mon mari. Nous sommes locataires, mais si on veut acheter une maison ici, c'est très cher. Donc naturellement, il y a des familles plutôt favorisées ou alors des retraités qui vivent beaucoup ici. Tout ça pour vous dire que forcément, le public du coup de ces écoles est assez favorisé et je le répète souvent, l'école a tendance à développer les inégalités sociales. Là, en l'occurrence, du coup, on a plutôt tendance à avoir des classes avec un bon niveau et généralement des classes avec une ambiance meilleure, un climat scolaire, comme on dit, meilleur que dans des établissements avec un public beaucoup plus défavorisé. Donc c'est quelque part une chance, mais vous allez voir qu'en fait, il faut beaucoup nuancer tout ça et le relativiser. Mais donc nos enfants sont dans le public et je considère que dans un établissement public, il devrait y avoir beaucoup plus de transparence, qu'on devrait savoir ce qui se passe, qu'on devrait savoir comment est géré le budget, qu'on devrait savoir s'il y a des problèmes, sans nommer les enfants concernés, mais qu'on devrait savoir qu'il y a des problèmes de harcèlement et de quel type et comment sont-ils gérés. Voilà, je pense que c'est extrêmement décevant de voir cette opacité dans la gestion du public. Concernant nos enfants, la rentrée s'est vraiment faite très facilement, sans aucun souci. Notre petite dernière, qui avait tout juste, mais vraiment tout juste 4 ans à la rentrée, était très intimidée au début, mais c'est son tempérament. Elle est du style à rester un peu sauvage au premier abord, et puis dès qu'elle a vraiment fait connaissance avec quelqu'un, elle ne le lâche plus, et elle est très très affectueuse pour le coup, une fois qu'elle a fait connaissance avec quelqu'un. Ce qui est un comportement que je trouve plutôt positif. Je préfère que ma fille soit méfiante ou distante, disons, avec des étrangers, et affectueuse uniquement avec des personnes qu'elle connaît bien et qu'elle a pu apprendre à apprécier. Je trouve que c'est préférable au niveau de la sécurité. Mais très vite, j'y reviendrai, l'enseignante a su la mettre en confiance, et ça s'est extrêmement bien passé pour chacun de nos enfants. Un petit point encore qui relève des réunions de rentrée,
au collège, on nous a présenté la façon dont étaient gérés les cas de harcèlement. Et ce qui m'a profondément choquée, c'est qu'à partir du moment où il y avait un cas de harcèlement, tout était pris en charge par une équipe dans le collège et les parents n'étaient pas tenus au courant de ce qui se passait. C'est-à-dire que on nous a clairement dit que rien n'était transmis aux parents sur la façon dont la situation de harcèlement était gérée. Ni les parents du harceleur, ni les parents du harcelé. Et donc on est censé faire confiance aveuglément à l'institution et croiser les doigts sur le fait que le problème est réglé sans être tenu au courant de quoi que ce soit. Alors nous sommes très sensibles à la question du harcèlement dans notre famille, parce que mon mari, moi-même et notre aîné avons tous les trois été harcelés à des moments différents de notre vie. Et je trouve que cette façon de gérer les choses est totalement scandaleuse, parce que les parents restent les premiers responsables de la sécurité de leurs enfants et les premiers éducateurs de leurs enfants. Et donc on doit des comptes aux parents. On doit des comptes au niveau de la sécurité des enfants et on doit tenir les parents informés de ce qui se passe. Je trouve ça déplorable et pourtant c'était une équipe référence au niveau du harcèlement. Ça fait partie de dispositifs qui sont mis en place dans les établissements publics et je trouve lamentable qu'on développe des formations au harcèlement qui excluent les parents du processus. Voilà. Alors une fois les réunions de rentrée, comment est-ce que ça s'est passé pour nos enfants à la rentrée? Il a pu y avoir quelques difficultés au démarrage, on l'a déjà un peu évoqué la semaine dernière, mais très honnêtement, elles ont été très 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 vite réglées. Comme je vous le disais au départ, Aliénor, notre fille de 4 ans, était très réservée avec ses enseignantes les premiers jours. Et tout simplement, alors elle avait 2 enseignantes, une pendant 3 jours de la semaine et une deuxième le 4e jour. Et donc l'enseignante principale est venue la voir à la récréation et puis lui a demandé si elle avait des frères et sœurs et a commencé à discuter avec elle de sujets qui n'étaient pas scolaires. Elles ont sympathisé, elles ont fait connaissance. À partir de là, c'était gagné. Comme je vous l'ai dit, Aliénor a besoin de faire connaissance avec les gens avant de leur faire confiance et de s'ouvrir. Sinon, elle se renferme et elle ne parle pas à des gens qu'elle considère comme des étrangers. Encore une fois, ce que je considère comme un comportement plutôt positif à cet âge-là. Si en revanche on fait la transition, on passe un moment avec un étranger et elle, au bout d'un moment, elle fait connaissance et elle adopte un comportement plus ouvert. Donc ça s'est très vite réglé, mais j'ai beaucoup apprécié le comportement justement de l'attitude de cette enseignante, l'enseignante principale, qui a fait l'effort. Normalement, elle ne surveillait pas la récréation, et donc d'aller à la récréation, prendre un peu de temps pour faire connaissance avec cette nouvelle élève et la mettre à l'aise. Elle a fait un petit peu plus en termes de temps de travail que ce qui était attendu d'elle. Je lui en suis très reconnaissante parce que derrière, ça a permis d'établir d'excellentes relations pour tout le reste de l'année. L'une des difficultés qui a pu intervenir en début d'année, alors plutôt pour nos enfants Stanislas et Elisabeth, donc qui étaient en niveau CE1 et CM2, c'était la rapidité d'écriture. Parce qu'à l'école, il faut écrire vite. Ça fait partie des choses qui sont indispensables. Et bon, chez nous, je n'ai jamais considéré que on devait écrire pour plaisir d'écrire. On ne recopie pas des choses chez nous. Donc nos enfants savent écrire, je vous rassure, mais pas forcément à la vitesse qui est attendue à l'école. Alors en revanche, ils avaient une bien plus belle écriture que maintenant, après 1 an passé à l'école, mais bon, ça c'est autre chose. Donc à l'école, il faut écrire vite. En 1 mois, ce problème a été réglé. Nos enfants ont adopté un style d'écriture qui du coup est un peu moins beau, un peu moins esthétique, mais rapide, et il n'y avait plus de soucis. La seule chose qui est dommage, c'est que ça a entraîné quelques mauvaises notes en dictée au début pour notre fille qui était en CM2, parce qu'en fait, elle avait tout juste le temps d'écrire sa dictée. Et elle n'avait pas le temps de se relire. Donc forcément, il y a des fautes qui restaient, ce qui la décevait un petit peu. Mais bon, rien de très inquiétant. Au début, j'ai beaucoup suivi les devoirs, parce que je voulais aider nos enfants à s'adapter. Et puis très vite, je ne les ai plus suivis du tout. Les enfants étaient tous en totale autonomie à partir de décembre. De mon côté, je signais les cahiers à chaque semaine, pas pour le collège évidemment. Et au moment où je signais les cahiers, le week-end, j'essayais de reprendre les choses qu'ils n'avaient pas comprises pendant la semaine, de leur faire quelques leçons comme ça. Mais en semaine,
c'est à peine si je suivais les devoirs. Je leur demandais si les devoirs étaient faits, et c'était tout, ils étaient en totale autonomie. Oui, y compris notre fils de 7 ans. Alors, je sais que ça choque parfois certaines familles qui se disent « Ah non, non, mais moi, même mon fils de 4e, je le surveille pour faire ses devoirs et je l'accompagne, etc. » J'ai toujours considéré que l'autonomie était quelque chose d'important à développer et à encourager chez nos enfants. C'est l'un des points majeurs dans la pédagogie Montessori, l'une des compétences majeures que l'on cherche à développer chez les enfants. Et je me rappelle que moi-même, qui étais dans des écoles Montessori, je me débrouillais toute seule pour mes devoirs dès la classe de CE1 sans aucune difficulté. Simplement, je demandais à mes parents de m'aider à réciter mes leçons. Mais c'est moi qui allais les solliciter pour réciter mes leçons. Et j'ai toujours géré mes devoirs toute seule, tout simplement. Mes parents se contentaient de regarder les bulletins. Donc je sais que c'est possible, et c'est ce que j'attendais aussi de nos enfants. Alors évidemment, on a assuré une transition, où je les ai accompagnés au début dans leurs devoirs. Je leur ai donné des outils, comme un répertoire d'orthographe et des choses comme ça pour pouvoir préparer leur dictée. Je leur ai appris à travailler, à faire leurs devoirs pendant 2-3 mois. Et puis très vite, ils ont géré tout seuls, tout simplement. Ce qui fait que le week-end, je n'avais plus qu'à me concentrer sur les choses qu'ils n'avaient pas comprises pour faire en quelque sorte du rattrapage, reprendre les choses avec le matériel Montessori et m'assurer qu'ils comprennent bien. Parce que sinon, en fait, à l'école, on apprend les choses une fois et si on n'a pas compris tout de suite, eh bien tant pis, parce qu'on continue à faire des exercices mais sans réexpliquer vraiment les choses parce qu'il n'y a pas le temps, il y a trop d'élèves. Alors en revanche, c'est resté quand même relativement superficiel, parce que nos enfants continuent à faire beaucoup d'activités. Et par ailleurs, il aurait en fait fallu quasiment autant de temps pour reprendre tout ce qui avait été mal vu à l'école que pour pratiquer l'IEF intégralement. Le temps qu'il aurait fallu passer sur les devoirs correspondait grosso modo au temps qu'on aurait passé à travailler de façon formelle, comme on le faisait en IEF le matin. Il faut dire que pour moi, il y avait aussi beaucoup de trajets entre justement l'école primaire, l'école maternelle, l'assistante maternelle pour notre petit dernier. Alors le collège, heureusement, notre fils aîné se gérait tout seul. Et ça faisait beaucoup de trajets, beaucoup de tracasseries, de réunions, de papiers à signer, de choses à apporter, de choses auxquelles penser, et beaucoup de charges mentales. Par exemple, apporter à l'école telles affaires de danse et le goûter et ceci et cela. Beaucoup de réunions, beaucoup d'autorisations de sortie, voilà, beaucoup de choses. Quand on a 5 enfants, tout de suite ça se multiplie. Avec un enfant, c'est très gérable. Avec 5, c'est très très lourd. Et puis il y avait toujours beaucoup d'incertitudes à cause de la Covid. Pendant la première moitié de l'année, 1 semaine sur 3, j'avais au moins un enfant avec moi. Alors c'était pas vraiment l'année où il fallait mettre les enfants à l'école pour pouvoir travailler. C'était pour nous l'une des raisons principales de scolariser les enfants cette année, c'était que je puisse me concentrer sur le travail pour les Montessori 7. Au final, j'avais à faire énormément de rattrapage scolaire le soir, j'avais beaucoup plus de conduite, et 1 semaine sur 3, j'avais un enfant avec moi. Donc en fait, je ne suis pas certaine d'avoir gagné beaucoup de temps cette année, pour être parfaitement honnête. C'était assez laborieux. Et donc, je me rappelle que quand on pratiquait l'instruction en famille, beaucoup de gens se disaient « Mais comment tu fais entre l'instruction des enfants, ton travail, etc. » Mais en fait, c'était plus facile à gérer parce qu'à la maison, les enfants sont très autonomes. Ils peuvent faire des choses, y compris des apprentissages tout seuls. Et moi, je pouvais travailler. J'avais beaucoup moins de trajets, beaucoup moins de réunions, beaucoup moins de petites choses à gérer liées à l'école. Donc bon, en termes de gain de temps, c'était pas forcément l'idée du siècle. Mais bon. Une petite note, dans les classes de nos enfants, il y avait systématiquement un groupe WhatsApp mis en place par les parents pour pouvoir échanger. Et très honnêtement, j'ai pu remarquer que les enfants faisaient beaucoup moins attention à leurs affaires et à leurs devoirs parce qu'ils savaient qu'on pourrait les sauver grâce à ce groupe WhatsApp. Tous les jours, il y avait au moins un parent qui postait un message comme « Quels sont les devoirs à faire pour demain ? Ma fille n'a pas bien noté, mon fils a oublié son cahier, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer la photo de telle leçon ?» etc. etc. Donc on s'entraidait, c'est pratique, il faut le reconnaître. Mais quelque part, les enfants n'apprennent pas vraiment le sens de responsabilité. Ils savent qu'ils peuvent se reposer sur les parents et ce fameux groupe WhatsApp. Donc je pense que ça n'est qu'une
demi-bonne idée, c'est peut-être quelque chose à réévaluer. Que vous dire d'autre? Nos 2 aînés se sont présentés aux élections de délégués en début d'année, ce que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit que c'était un très bon signe de leur envie de s'intégrer, de leur envie de participer à la vie de la classe. Ils n'ont pas été élus, mais j'apprécie quand même beaucoup ce qu'ils ont fait. Et je vous partagerai en fin d'épisode les idées que défendait ma fille. Alors ma fille se présentait comme déléguée, notre fils aîné lui se présentait comme suppléant. Et je n'ai pas ces propositions pour l'année, mais j'ai les propositions que voulait faire notre fille aînée pour améliorer la vie de classe. Je vous les partagerai plutôt en fin d'épisode, pour conclure un petit peu. Donc ils n'ont pas été élus. Voilà. Il y a 2 autres enfants qui étaient plus populaires, on va dire, qui ont été élus. Ils l'ont quand même très bien vécu et c'était une très bonne expérience pour eux que de vivre ça. D'autres choses qui m'ont marqué au niveau des réactions de nos enfants, très vite, ils ont adopté la mentalité que le PS, ça n'était pas important. Contrairement aux français et aux maths. Alors on a eu une discussion, parce que je trouve ça très choquant. En fait, quand on prend un être humain, il y a le corps et l'esprit, et les 2 doivent être équilibrés. Quel intérêt d'être incroyablement intelligent et cultivé si c'est pour mourir jeune parce qu'on n'a aucune hygiène de vie? Les 2 doivent être équilibrés. Mens sana in corpore sano, un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Les 2 sont importants. Donc j'ai essayé de leur transmettre ça, et que même s'il y avait beaucoup moins d'heures consacrées au corps, c'est quelque chose qui relève en fait de l'hygiène de vie quotidienne. Ce qu'on mange, la façon dont on se déplace, donc le fait d'aller à l'école à vélo, tout ça, ça fait partie de l'hygiène de vie, et l'hygiène de vie est fondamentale. C'est ce qui va déterminer en grande partie notre espérance de vie quand même. Donc voilà, on a dû travailler un petit peu là-dessus, et je vais peut-être vous choquer, sachant qu'en plus moi j'étais matheuse, j'ai eu un parcours de niveau très élevé en maths. Je ne considère pas que le français et les maths soient fondamentalement plus importants que l'histoire, ou la géographie, ou l'art, ou le sport, ou la biologie, etc. C'est extrême. Toutes ces matières ont une grande importance. Et je trouve dommage qu'on adopte aussi vite. Et vous voyez, en quelques mois d'école, les enfants avaient adopté ce comportement. C'est quelque chose qui est diffus dans toute la façon dont c'est enseigné à l'école. Le français et les maths, il n'y a que ça d'important. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les inspections en IEF, où souvent nos enfants ne sont inspectés que sur le français et les maths. On a envie de leur dire « Oh, coucou, regardez tout ce qu'on fait à côté. Regardez tout ce que nos enfants apprennent sur le monde, sur la nature, sur leur place dans le temps, dans la société, sur leurs responsabilités en tant qu'être humain, sur l'hygiène de leur corps, etc., etc. » Ça me paraît pourtant fondamental. Bon. Très vite aussi, nos enfants ont adopté une mentalité de notes. Et c'est très difficile de lutter contre. J'ai toujours adopté le principe que la note est un outil, alors que nous n'utilisons pas, nous, en instruction en famille, mais la note est un outil pour se situer et voir ce que l'on a encore à travailler. Jamais je ne vais punir un enfant parce qu'il aurait une mauvaise note, par exemple. En revanche, la mauvaise note est une indication que le sujet n'est pas compris. Donc il faut retravailler. Et c'est pas un souci, au contraire, ça nous pointe du doigt les difficultés, les choses qu'il faut reprendre. Mais pour les enfants, une mauvaise note était quelque chose qu'ils vivaient très mal. Alors, il faudrait que je revienne dans un futur épisode du podcast sur les notes, je le ferai peut-être un jour. Mais j'ai vraiment pu observer à quel point ce système peut être délétère. Le système des notes incite à cacher des choses. Un enfant qui a une mauvaise note veut la cacher. Et nous avons certains de nos enfants qui ont caché des mauvaises notes. Ils éprouvent un sentiment de honte quand ils reçoivent une mauvaise note. Ça ne devrait pas être le cas. Une note, c'est un outil objectif pour évaluer où on en est. Une note, c'est pour évaluer sa progression. Et le but est d'améliorer sa note. Mais la note devient un outil d'humiliation, un outil de honte, un outil de classement dans l'éducation. Et je trouve ça profondément dommage.
Et puis, à l'inverse, j'ai envie de dire que les notes ne veulent pas forcément dire ce que la plupart des parents pensent que ça veut dire, et la plupart des enfants. Si vous réfléchissez bien, un enfant qui a moins de 15 en maths a un devoir. Un enfant qui a, mettons, 14, je suis désolée, ça n'est pas une bonne note. Une bonne note, ça veut dire que l'enfant a compris ce qu'on lui a enseigné, ce qu'on a cherché à lui transmettre, et qu'il est en train d'essayer de l'appliquer. Il peut avoir encore quelques difficultés à l'appliquer, mais que globalement, il a compris les choses importantes. En maths, si vous avez moins de 15, alors on peut descendre jusqu'à 15 avec des petites erreurs d'inattention, avec une démonstration qui n'est pas bien exprimée, donc on ne justifie pas très très bien les choses. Mais si on a moins de 15, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc ça n'est pas une bonne note, c'est qu'il y a quelque chose à travailler derrière. Un 14 n'est pas une note satisfaisante en maths. Alors je suis désolée si je parais élitiste. C'est absolument pas le but, au contraire. Le souci, c'est que vous avez des enfants qui ont 14 en maths. On va prendre l'exemple du collège, c'est plus facile. Qui ont 14 en maths en 6e. Et puis qui ont 12-13 en 5e. Et qui travaillent les fractions, mais n'y arrivent pas trop. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas sur les fractions. Et en 4e, ils vont travailler, alors je n'ai plus tout le programme en tête, mais mettons qu'ils travaillent les puissances. Et ils vont travailler les fractions de puissance. Seulement, comme ils ont déjà des lacunes sur les fractions, et qu'ils ont quelques lacunes sur les puissances, ça se démultiplie, et ils vont faire de plus en plus d'erreurs. Et c'est comme ça qu'on voit des élèves qui s'effondrent en maths progressivement. Mais le problème, il n'est pas au lycée, il n'est pas en seconde ou en première, où les élèves se retrouvent avec des 6 ou des 8. Le problème, il est en 6e, où on considère qu'un 14 en maths est une bonne note et que l'enfant a compris. Un 14 en maths, il a des choses à reprendre. Et je ne dis absolument pas ça, je pense que vous me connaissez, dans une logique d'humiliation de l'enfant. Au contraire, la note est un outil pour savoir ce qu'il y a à reprendre. Il y a des choses qui ne sont pas comprises, il faut absolument les retravailler. Parce qu'en maths, c'est le domaine que je connais le mieux, forcément. Je suis matheuse, j'avais même fait un début de thèse en logique mathématique et informatique. C'est mon dada. Eh bien, un enfant qui, en fait, en maths, on construit systématiquement sur les apprentissages précédents. Quand on apprend les puissances, on va se mettre à faire des fractions de puissance. Et puis on va faire des racines carrées. Et on va aussi faire des fractions de racines carrées. On va élever les racines carrées à une puissance. Et on va faire comme ça toutes sortes de calculs. On va faire plus tard des intégrales, des dérivés. Qui utilisent des puissances et qui utilisent des fractions? Donc si les fondations ne sont pas bonnes, tout s'effondre à la fin. Et donc je dis ça pour relativiser les notes. Alors, je vous parle des maths parce que c'est vrai qu'en français, c'est très différent. On peut très bien avoir un 12 en français qui ne soit pas en soi une mauvaise note. Un 12 en français, c'est beaucoup plus difficile d'aller pointer les choses qu'il va falloir travailler. C'est beaucoup moins factuel. Voilà. Un 12 en maths, ça veut clairement dire, alors que c'est au-dessus de la moyenne, ça veut clairement dire qu'il y a quasiment la moitié des notions qui n'ont pas été comprises. Ça, c'est un problème majeur, il faut absolument s'y attaquer. En français, c'est moins un édifice avec des compétences, des notions de base sur lesquelles on place de nouvelles notions et que l'on combine ensemble. C'est plutôt une progression, tout simplement. On essaie de s'exprimer de mieux en mieux, d'enrichir sa façon de parler, d'argumenter de façon plus convaincante, etc., etc. Donc c'est plus une progression qu'une maison que l'on construit étage par étage. Enfin voilà, je pourrais parler pendant des heures sur les notes, mais je trouve dommage qu'en quelques mois, nos enfants aient absorbé ces notions assez désastreuses, en fait, sur les notes. Où on considère qu'un 12 en maths, c'est bien, et qu'une mauvaise note, c'est quelque chose qu'il faut cacher. Alors qu'au contraire, une mauvaise note, c'est une indication. En discipline positive, on dit toujours que toute erreur est une opportunité d'apprentissage. Mais en pédagogie aussi. Une fois que l'on a repéré les erreurs grâce à l'évaluation, on peut revenir en arrière et corriger ces erreurs, apprendre et comprendre ce qui n'a pas été compris et appris. Bon, arrêtons là sur les notes. Je voudrais vous parler un petit peu de ce qui relève du niveau scolaire et des relations avec les enseignants
enfant par enfant. Alors, je vais pour autant pas dire des choses qui seraient nuisibles aux enseignants de nos enfants. Je n'hésiterai pas à caractériser les professeurs qui ont fait d'excellentes choses et à permettre que les professeurs qui ont moins fait d'excellentes choses, je m'assurerai qu'ils ne puissent pas être reconnus. Voilà. Alors, je vais donc aborder les choses enfant par enfant et je vais vous demander en tant qu'auditeur de faire attention et de ne pas chercher à en déduire des choses sur l'IEF ou sur la pédagogie Montessori en général concernant le niveau scolaire de mes enfants. Pourquoi ? Parce que chacun de nos enfants a des difficultés et des facilités qui sont spécifiques. Ces difficultés dans la pédagogie Montessori, on y répond, on essaie de les faire progresser, et là où il y a des facilités, eh bien l'enfant continue à avancer. Malgré tout, malgré de bonnes méthodes pédagogiques, on peut avoir des enfants qui ont des difficultés. Donc, je vous demanderai simplement de ne pas chercher à attribuer à notre méthode en IEF les résultats sur le niveau scolaire de nos enfants. Alors, si ça peut vous rassurer quand même, nos enfants avaient tous un excellent niveau et étaient... alors, il n'y a pas de classement dans la classe, mais étaient tous dans les très bons élèves de leur classe. Alors, concernant notre aîné, François, qui était donc en 6e, il a très honnêtement cartonné dans certaines matières. Je pense qu'il avait la meilleure moyenne en maths ou en histoire géo. Il avait globalement d'excellents résultats, sauf en français, où il était dans la moyenne de la classe. En anglais, il avait besoin de travailler aussi. C'était une matière qu'il aimait beaucoup, mais qui était un petit peu difficile pour lui, mais il avait de bons résultats. Et globalement, François s'est vraiment montré un élève modèle. Dans toutes les appréciations de ses enseignants, il était mentionné qu'il participait énormément à l'oral, qu'il était très moteur, il n'avait absolument aucun problème de comportement. Donc un élève modèle. Concernant les enseignants qu'il a eus, alors c'est là que je vais en parler le plus parce que François évidemment a eu beaucoup plus de professeurs au collège que ses frères et sœurs qui étaient en primaire ou en maternelle. Et on a vraiment eu un éventail de professeurs très très différents. L'une des professeurs était toujours absente. Elle s'est absentée 3 semaines parce qu'elle avait été mordue par son chat. C'est en tout cas ce qu'elle a expliqué à ses élèves. Elle était sinon toujours absente pour formation, pour on ne sait pas quoi. Et lorsqu'elle était là, elle assurait un service minimum, c'est-à-dire que elle faisait faire les pages du cahier d'activité d'histoire géo et elle donnait tout le temps des exposés à faire aux élèves. Ce qui fait que pendant 2 semaines, elle ne faisait plus cours et elle se contentait de noter les exposés. Alors c'est un double avantage pour les enseignants, donc je vous refile le truc. Si vous êtes prof et que vous voulez en faire le moins possible, vraiment prenez pour modèle cette professeure. Donc au lieu d'avoir à corriger des copies, elle donnait des sujets d'exposés aux élèves. Du coup, c'était les élèves qui faisaient le cours. Il n'y avait pas de cours supplémentaires donnés sur les thèmes abordés. Et puis, elle n'avait pas de copie à corriger, puisqu'elle donnait une note à l'exposé pendant la classe. Donc, pas de préparation de cours, pas de correction de copie pendant plusieurs semaines. Franchement, incroyable comme système. Très très forte, vraiment, cette prof. À l'inverse, François a eu une prof de maths qui l'a beaucoup marqué. Dans l'épisode de la semaine dernière, je crois que ça n'est pas forcément ressorti de la même façon que ce qu'il nous a dit tout au long de l'année. Il faut quand même être conscient que pour nos enfants, être devant un micro, c'était intimidant et que c'est difficile pour eux de tirer un bilan, d'extraire des conclusions de ce qui s'est passé pendant toute une année. Ils ont peut-être moins cette capacité de recul que nous adultes. Nous avons beaucoup parlé de ces enseignants avec François et donc cette prof de maths, je crois vraiment qu'elle était sévère mais juste. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce que m'a raconté François sur le premier cours qu'elle a donné. Alors, une chose qui m'horripile, c'est que certains enseignants imposent des consignes de présentation qui sont mais d'un ridicule, surtout au collège, où on va leur dire que il faut mettre le titre à 4 carreaux du bord et le souligner de 2 traits en rouge, et puis le premier titre, il faut l'écrire en bleu souligné en rouge, le deuxième titre, il faut l'écrire en vert à 2 carreaux du bord en ayant sauté une ligne. Oh, pitié! En 6e, les enfants sont capables de présenter un cahier à leur façon. Comme c'est ridicule de passer des heures là-dessus, à
quel moment est-ce qu'on va faire confiance aux enfants pour structurer leurs apprentissages comme ils en ont besoin? Franchement, je trouve ça ridicule, tout simplement, de passer autant de temps sur ces bêtises. Et justement, un des élèves demandait à cette prof de maths à combien de carreaux du bord il devait écrire le titre. Et elle leur a expliqué, écoutez, j'en ai rien à faire. Si chacun de vous pose des questions comme ça, un peu ridicules, de présentation, de cahier, etc. Si chacun de vous donc pose une question comme ça et qu'on perd 5 minutes, combien de minutes est-ce qu'on aura perdu au total? Et boum, elle leur a fait faire une multiplication et la conversion ensuite du nombre de minutes totales en heures et en minutes. Et j'ai trouvé que c'était une excellente façon de faire, puisque elle a réussi à les ramener vers les maths, alors qu'ils étaient en train de s'affoler sur des questions de présentation. Donc j'ai trouvé cette façon de faire excellente. Quand je dis que cette prof était sévère mais juste, par exemple, ça ne lui posait pas de problème. Il y a beaucoup de choses qui ne lui posaient pas de problème. En revanche, elle tenait à ce que les enfants aient leurs affaires avec eux, parce que sans ça, il n'était pas possible de faire cours. Et donc, elle imposait très peu de sanctions, mais elle mettait très rapidement des croix quand le matériel n'était pas là. Et au bout de 2 croix, je crois, il y avait un avertissement. Parce que c'était indispensable pour pouvoir travailler, tout simplement. Alors, bon, le système des sanctions, on pourrait en reparler, mais bon, c'est le système de l'ensemble du collège. En tout cas, je trouve qu'elle en avait une utilisation plutôt intelligente. François a aussi eu un professeur de SVT qui je crois, avait vraiment un penchant pour le naturalisme. Alors, il faut dire que le programme de 6e se prête au naturalisme, c'est-à-dire vraiment à l'observation dans la nature, à l'étude de la flore, de la faune, etc. Et ce prof a fondé un club nature sur l'heure du déjeuner. Donc, toutes les semaines, François pouvait aller observer la nature avec ce prof. Et ça lui a énormément plu. Et je trouve formidable de trouver encore aujourd'hui des profs qui ont cette approche un peu plus naturaliste. François a aussi beaucoup apprécié ses professeurs de sport, et en particulier, il participait à l'association sportive le mercredi après-midi, il faisait de l'AS RAID. Alors le RAID, c'est une pratique qui combine de la course, du VTT, le nom m'échappe, c'est pas du laser game, mais du tir au pistolet laser, toutes sortes de choses comme ça. Et donc ils alternaient un petit peu d'une semaine à l'autre le travail de VTT, le travail de course, plein d'activités différentes. Ça a fait énormément de bien à François, et c'est vrai que je trouve qu'à l'adolescence, surtout les garçons qui vivent la puberté, qui commencent à avoir beaucoup de testostérone, il est important qu'ils puissent évacuer cette testostérone par de l'activité physique. Et ça lui a fait énormément de bien. Il allait au collège à vélo, il avait 3 heures de sport par semaine, plus l'association sportive, plus du volley. Donc on a calculé que dans la semaine, il faisait à peu près 9 heures de sport. Et je trouve qu'il n'y a rien de trop. À côté de ça, il passait aussi pas mal de temps dans la nature, on allait faire des balades. Et là, je parle vraiment juste du vélo, du sport, du programme de 6e, et de l'association sportive. Donc ça lui a fait énormément de bien. Il avait également un professeur de musique qui était passionnant, mais passionnant comme je n'en ai jamais eu, qui leur a fait travailler sur les films muets, sur de la chanson française actuelle, sur de la musique classique, sur du jazz. Il leur a vraiment, je crois, ouvert l'esprit sur la culture musicale, et je lui en suis très reconnaissante. François avait fait de la musique, mais il s'en était un petit peu désintéressé, et je trouve formidable que ce professeur ait su lui redonner le goût de la musique. C'est très chouette du coup quand François entend, il y a peu de temps encore, il a entendu, j'avais mis une playlist sur mon téléphone, et il y avait It's a Wonderful World. Vous savez le It's a Wonderful World. Et il a reconnu la chanson parce qu'il l'avait étudiée en classe, ils avaient étudié les paroles. Et je trouve ça chouette parce qu'en plus, ça lui faisait travailler l'anglais, en même temps que la musique, quand on parle d'interdisciplinarité. Et j'apprécie beaucoup qu'il ait pu développer un peu sa culture musicale et qu'il ait pris du plaisir à écouter de la musique. Il y avait aussi une professeure d'anglais qui était très très dynamique, que François a beaucoup aimé, mais qui malheureusement était souvent en sortie avec d'autres classes, ce que je regrette.
Et donc, grosso modo, il y avait de fortes différences entre les enseignants. Et clairement, ces grosses différences entre les profs rejaillissent sur le niveau des enfants. Ça fait partie des questions que vous aviez posées à mes enfants la semaine dernière. Et oui, leur travail dépend aussi de l'implication des professeurs, de leur degré de sympathie, j'ai envie de dire de leur capital de sympathie, et de leur capacité pédagogique. Pour en revenir sur les absences de la professeure d'anglais, de manière générale, les absences des professeurs ont vraiment été pour nous un problème majeur. Heureusement que notre fils était autonome. Il pouvait rentrer quand il voulait à vélo, il avait l'autorisation de rentrer, parce qu'il n'avait pas une semaine sans des annulations de cours. Il n'a pas eu une semaine de l'année sans annulation de cours. Et l'un des scandales de l'éducation nationale, c'est que les enseignants sont formés en priorité pendant les temps de classe. Pourquoi ? Parce que si jamais les enseignants doivent faire des formations pendant leur temps de vacances, ils reçoivent une indemnité supplémentaire. Et comme l'éducation nationale cherche à faire des économies, ils préfèrent envoyer les professeurs se former pendant les temps de classe. Donc les enfants se retrouvent avec des professeurs absents. Bon, sans compter l'absentéisme, la politique sur les congés maladie qui fait que au niveau des jours de carence, les enseignants n'hésitent pas à se mettre en congé maladie, même pour des choses qui objectivement pourraient se les dispenser d'un congé maladie. Et comme je vous l'ai dit, il y a probablement aussi des abus. Je ne crois pas que se faire mordre par un chat justifie 3 semaines d'arrêt maladie. Bon. Tout ça pour dire que, à mon sens, c'est un véritable scandale, toutes ces absences de professeurs. C'est un souci qui, aujourd'hui, touche aussi bien les écoles publiques que les écoles privées. Ça n'est pas propre au public. Et il y a des parents en Bretagne qui ont demandé à être dédommagés par l'éducation nationale des absences des professeurs. Et j'applaudis des deux mains leur initiative, parce que c'est absolument scandaleux. On veut absolument que l'instruction soit obligatoire, on veut pousser les enfants à aller à l'école, on lutte contre l'instruction en famille, et derrière, on n'est pas capable d'assurer des remplacements et d'assurer une instruction sur toutes les heures d'instruction qui sont prévues. Ah, ça me fait penser aussi, la professeure, je ne dirais pas dans quelle matière elle était, qui était systématiquement absente et qui en faisait le moins possible, était aussi malheureusement la professeure principale de François. Il y avait une heure de vie de classe qui était prévue chaque semaine dans l'emploi du temps et qu'elle n'a jamais assurée de l'année. Donc cette professeure a uniquement participé en tant que professeure principale au conseil de classe, mais malgré tout, tous les mois, elle touchait une prime en tant que professeure principale, sans en assumer les responsabilités. Il n'y a jamais eu une heure de vie de classe pour la classe de mon fils. J'aimerais savoir pourquoi ces choses-là ne sont pas évaluées et pourquoi personne, pas la direction ou autre, ne reprend ces enseignants qui posent problème et qui, honnêtement, nuisent à tous les autres enseignants qui essaient de faire de leur mieux. Ce sont ces enseignants, je ne vais pas dire médiocres, mais même lamentables, qui font la mauvaise réputation de l'éducation nationale aujourd'hui. Et donc, vous avez pu voir, j'ai quand même fait une liste de beaucoup d'enseignants qui étaient très pédagogues, qui ont fait preuve de très grande qualité, qui ont été appréciés par notre fils et qui ont appris beaucoup de choses à notre fils. Mais malgré tout, il reste des enseignants qui sont lamentables. Pourquoi rien n'est-il fait contre ces enseignants ? Et je pense que s'il y a des enseignants qui m'écoutent là, vous en connaissez probablement, et vous êtes probablement conscient du mal que cela fait à la réputation générale des enseignants en France. Donc il faudrait vraiment, vraiment que l'institution fasse quelque chose contre ces enseignants-là. Quelques autres remarques sur le collège. Clairement, le CDI était trop petit et avec des horaires trop restreints. François appréciait énormément la documentaliste. Et le CDI, il y avait beaucoup de choses qui l'intéressaient dedans, sauf qu'il était très rarement possible d'y aller quand il avait des heures de permanence. Et pourtant, des heures de permanence, il en a eu beaucoup à cause des absences des profs. Donc François le regrettait profondément. Il y aurait bien passé beaucoup plus de temps. François aime beaucoup lire, ça lui aurait appris beaucoup de choses. Il y a aussi la question des AP. Je crois que ça veut dire accompagnement personnalisé. J'ai un petit doute. Vous savez, ce sont les enseignements complémentaires qui sont normalement faits par groupe de niveau. Eh bien, en fait, il n'y avait aucun travail individualisé qui était fait. François, qui a du mal avec la conjugaison, aurait eu besoin de travailler la conjugaison en français. Jamais il n'a pu la travailler dans le cadre de ses AP. C'était simplement un prolongement des cours.
Donc c'est un petit peu dommage de ne pas profiter de cette opportunité-là. C'est un système qui théoriquement est très positif, mais qui ne fonctionne pas, qui est que très mal appliqué. Et puis le gros problème du collège, ce sont quand même les téléphones portables. Alors François n'a pas de téléphone portable, c'est un choix de notre part. Nous trouvons qu'il est trop jeune. Mais il était un petit peu embêté parce que la plupart de ses camarades avaient des smartphones et certains avaient des téléphones. Et la plupart de ses camarades jouaient à un jeu sur leur smartphone. Alors, mon mari a testé ce jeu pour voir de quoi il s'agissait. C'est un jeu qui n'a pas spécialement de violence, qui est plutôt très... Voilà, c'est un petit jeu sympathique. Donc nous avons décidé de l'autoriser à jouer à ce jeu sur l'ordinateur grâce à un émulateur de smartphone. Donc voilà, si jamais vous rencontrez le même problème d'un enfant qui se sent un petit peu à l'écart parce qu'il ne peut pas jouer au même jeu que ses copains, et que vous n'avez pas de problème avec le jeu en lui-même, et que vous ne voulez pas lui confier un smartphone, sachez qu'il existe des émulateurs, c'est-à-dire des logiciels qui créent comme un smartphone virtuel sur l'ordinateur. Et donc le logiciel peut se lancer comme s'il était sur un smartphone. Et donc il a pu faire ce jeu et en discuter avec ses copains. Il faut vraiment dire que le smartphone, pour moi, est un problème majeur dans les collèges et les lycées, évidemment. Les ados sont totalement obnubilés par leur téléphone. Tous les matins, je passais devant le collège pour amener notre petit dernier chez son assistante maternelle. Je passais à vélo avec une carriole et avec une remorque de vélo dans laquelle étaient mes enfants. Donc j'étais quand même assez massive. Vous voyez la taille que fait un vélo plus une remorque à 2 places. Eh bien, même si je klaxonnais, si j'activais la sonnette de mon vélo, aucun élève ne se déplaçait parce qu'ils étaient plongés dans leur smartphone. Alors, ils le rangeaient au moment où ils rentraient dans l'établissement, mais ils restaient justement le plus longtemps possible à l'entrée de l'établissement pour rester sur leur smartphone. Je ne sais pas si tout le monde mesure bien à quel point nos enfants sont scotchés à ces nouvelles technologies et sont totalement accros à ces technologies. Passer devant les collèges aux heures de rentrée le matin, et vous allez voir à quel point ils sont incapables de prêter attention à ce qui les entoure quand ils sont sur leur smartphone. Donc non, François n'aura toujours pas de smartphone l'année prochaine. Ça, c'est une certitude. Voilà pour lui. Concernant notre fille Elisabeth, qui elle était en niveau de CM2. Je crois qu'elle a peut-être beaucoup insisté la semaine dernière sur ses difficultés d'écriture en début d'année. Je tiens quand même à préciser qu'à partir d'octobre, il n'y avait plus aucune difficulté et qu'elle écrivait très rapidement. C'est une petite fille qui a une grande maturité affective et elle a pu découvrir qu'elle était forte en maths cette année parce que j'avais beau le lui dire, elle se comparait à ses 2 frères, son frère plus grand, son frère plus jeune, qui sont, je dirais qui ont naturellement beaucoup de facilité dans le raisonnement logico-mathématique et donc en maths. Et Elisabeth s'est toujours sentie inférieure dans ce domaine à ses frères. Et j'avais beau lui dire que non, elle se débrouillait très bien. C'est vrai que de son côté, elle a surtout, comme je vous dis, une maturité affective très développée et des compétences de langage très développées. Donc chacun a ses forces, ses facilités et ses difficultés. C'est parfaitement naturel. Mais elle a pu découvrir du coup à l'école, et ça c'est une bonne chose, qu'en fait elle était forte en maths, qu'elle avait un très bon niveau en maths. Elle ne me croyait pas, elle a cru sa prof, tant mieux. Et puis les résultats matériels qu'elle avait, elle a pu se comparer aux autres élèves de son niveau. Donc c'était une bonne expérience de ce côté-là pour elle. Il faut dire que son enseignante avait vraiment des pratiques pédagogiques très intéressantes. Nous avons énormément apprécié tout le travail qu'elle a fait. Elle avait par exemple une charte de classe. Sur cette charte de classe, que les enfants adoptaient en début d'année, alors j'ai plus tout en tête, mais il y avait le fait qu'ils devaient être honnêtes, quelque chose comme respectueux et ambitieux. C'est-à-dire qu'ils aient envie de se motiver pour le travail. Une autre chose que j'avais beaucoup aimée, c'est que vers la fin du premier trimestre, elle avait organisé des réunions parents-profs-élèves, donc déjà avec élèves. Et c'est suffisamment rare pour être noté. J'apprécie beaucoup qu'on ne discute pas d'un élève entre parents et profs, mais qu'on discute en présence de l'élève, alors que ça le concerne au premier plan. Et la première chose qu'elle demandait, qu'elle faisait au moment de cette réunion parents-prof-élèves, c'était de demander à l'élève qui était là de s'auto-évaluer sur son travail scolaire, sur ses résultats scolaires, sur son comportement
vis-à-vis de la classe, je crois, ou alors je sais plus si c'était vis-à-vis de l'enseignant et vis-à-vis des camarades, ou alors le comportement en classe et le comportement dans l'école. Ça n'a pas grande importance. Et donc, avec un petit jeton, notre fille Elisabeth a dû se placer sur une échelle de 1 à 4 dans ces différents domaines. J'ai énormément apprécié cette façon de faire. Pourquoi? Parce qu'avant de donner son opinion et de placarder une étiquette sur un enfant qui va la recevoir de plein fouet, elle a demandé à l'enfant de s'auto-évaluer, ce qui est une compétence très compliquée. Donc c'est une compétence à travailler. Et c'est d'autant plus intéressant, je pense que ça fournit des informations très intéressantes en plus aux enseignants. Donc si vous êtes enseignant, je vous recommande chaudement cette pratique. Si elle avait eu en face d'elle un enfant qui lui disait « J'estime que je travaille beaucoup, que je fournis beaucoup d'efforts pour le travail à l'école, mais que mes résultats sont pas bons. » Peut-être que l'enseignant aurait pu se dire « Ça, c'est un élève qui ne fiche rien. » Si l'élève, lui, de son côté, a l'impression de beaucoup travailler, ça veut dire que ça n'est pas un problème nécessairement d'effort, mais un problème de méthode de travail. Et donc là, on peut avancer. On peut réfléchir ensemble à comment améliorer les méthodes de travail. Ça apporte donc beaucoup d'informations très riches. Et puis le point de vue de l'élève sur ses relations avec l'enseignant ou les camarades, etc., est précieux aussi pour l'enseignant. Bon, je ne vais pas vous décrire toutes les pratiques pédagogiques qu'elle pouvait avoir, mais vraiment, elle faisait énormément d'efforts. Ça fait partie de ces enseignants qui en font beaucoup pour leurs élèves. Mais donc ça s'est très bien passé pour Elisabeth dans l'année. Elle s'est fait un très bon groupe de copines. Même si je pense qu'elle a quand même regretté de ne pas être dans la classe de l'une de ses meilleures amies. Et voilà, ça s'est très bien passé, mais il y a quand même les défauts de l'école qui ont pu intervenir. Concernant Stanislas, qui lui était en CE1, il s'est fait un très bon groupe de copains et il associe ça au fait d'être à l'école. Alors, très honnêtement, il les aurait rencontrés autrement s'il ne les avait pas rencontrés à l'école. Il les aurait rencontrés au judo ou au parc après l'école. C'est simplement qu'il est à un âge où on se fait naturellement plus de vrais amis. Il avait 6 ans en début d'année, c'est encore un âge jeune où on a des petits camarades de jeu, mais pas forcément encore de vraies amitiés. Du coup, il a associé le fait de rentrer à l'école au fait de se faire des copains, alors qu'en fait, pour moi, c'est simplement l'âge qui fait qu'il est rentré dans cette phase-là. Et c'est donc l'une des raisons qui lui font souhaiter de rester à l'école, même si nous avons pris une autre décision. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Concernant Stanislas, alors il y a des choses que je n'ai vraiment pas appréciées à l'école. Je l'ai retrouvé un soir après l'école totalement en pleurs parce qu'il avait mal au ventre depuis le matin. Il l'avait dit à la médiatrice de la classe qui avait prévenu l'enseignante et rien n'avait été fait. On n'avait pas cherché à lui donner à boire, à le faire s'allonger, à l'emmener à l'infirmerie, à m'appeler, rien. Il était en larmes en sortant de l'école tellement il avait mal. On est rentré à la maison, je lui ai donné du Doliprane, il s'est allongé, et ça a fini par passer. Il avait vraiment mal et on l'a laissé souffrir toute la journée sans rien faire. Et alors là, je vous avoue que mon instinct de mère louve ou de mère tigresse se réveille. Alors rien que d'en reparler, vous entendez mon ton de voix, je suis folle de rage. Comment est-ce qu'on peut laisser un enfant souffrir toute une journée sans rien faire? Si un enfant dit qu'il a mal, il faut agir. Donc voilà, ça me reste profondément en travers de la gorge, on n'envoie pas ses enfants à l'école pour qu'ils souffrent. Autre chose qui me gêne profondément après cette année d'école, c'est que Stanislas a considérablement régressé en niveau scolaire. En lecture, vers septembre, octobre, il avait fini d'apprendre à lire l'année d'avant en IEF et nous l'avions encouragé à lire Le Petit Nicolas. Il était parfaitement capable de lire un petit roman comme Le Petit Nicolas au moment de la rentrée, en fait, vers septembre de cette année de 2021. Pendant l'année, tout ce qu'il a lu à l'école, c'était des BD et des extraits de son manuel de lecture. C'est tout. Ils n'ont pas lu un seul vrai livre, ils ont lu des tout petits livres de niveau, vous savez, première lecture, absolument ridicule. Donc il a régressé. Il lit de façon un peu laborieuse à l'heure actuelle.
alors qu'il devrait avoir, après 1 an de pratique, une lecture totalement fluide, il lit de façon laborieuse et hachée. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que, alors, encore une fois, je manquais de temps. Je ne l'ai pas fait lire à la maison. J'aurais dû le faire. J'avoue que je comptais sur l'école pour le faire lire. Ça me semblait être un minimum. Eh bien non. Il faut absolument que les enfants lisent à côté. Et j'ai sans doute été trop superficielle. Je l'ai sans doute laissé trop lire de BD et pas assez de vrais livres. Rappelez-vous aussi que dans les BD, tout est écrit en majuscules. Donc l'enfant apprend à lire très vite les majuscules et perd un petit peu sa fluidité de lecture pour les minuscules scripts qui figurent dans les livres. Donc je le regrette profondément au niveau de la lecture et je le regrette aussi en maths. Stanislas, l'été dernier, aimait beaucoup faire certains jeux de société où on utilisait des actions, on créait des sociétés de trains, des jeux très complexes. Et même lorsque ce n'était pas son tour, il calculait des pourcentages, il calculait les dividendes qu'on devait recevoir à la fin d'un tour en fonction du nombre d'actions. Et donc de faire des calculs de pourcentage et des multiplications de tête sans aucune difficulté. Sauf que pendant toute l'année, tout ce qu'il a fait, ou presque, c'était des additions et des soustractions de nombres à 2 chiffres. Donc Stanislas, qui était très avancé en calcul, a régressé par manque de pratique. Et il a perdu le goût de faire ses calculs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a même plus envie de faire les calculs lorsque c'est lui qui est en train de jouer, même lorsqu'il s'agit d'addition. Il n'en a plus envie. Donc je trouve ça déplorable. Voilà, c'est un petit garçon qui avait envie de faire son cahier d'exercices de maths et de faire des pages et des pages et des pages à la suite. Il était restreint à devoir faire uniquement 1 page par jour. On lui a fait perdre le goût des maths. Alors j'espère le lui redonner l'année prochaine. Mais ça fait partie de ces raisons pour lesquelles, même si c'est peut-être le plus réticent des autres, de la fratrie à reprendre l'école à la maison, nous avons pris la décision de reprendre l'instruction en famille avec lui. Et ça ne l'empêchera pas de continuer à avoir ses copains et de se créer de nouvelles amitiés, mais il est temps de rattraper les dégâts. Passons maintenant à Aliénor, qui était en moyenne section. Elle avait 2 maîtresses et 2 ATSEM. Et comme je vous l'ai dit, nous avons vraiment apprécié sa maîtresse principale qui est allée lui parler à la récré en début d'année. Elle s'est fait très rapidement un bon petit groupe de copines qu'elle retrouvait à la danse ou à la musique. Donc là aussi, elle se serait fait des amis à la danse ou à la musique si elle ne les avait pas rencontrés à l'école. Mais tout ça pour vous dire qu'elle s'est très vite bien intégrée à l'école. J'ai seulement eu une petite inquiétude à un moment, parce que bon, vous savez comment sont les très jeunes enfants. Ils vous disent « Ah, Machine, c'est plus ma copine aujourd'hui parce qu'elle m'a dit ça. » Bon. Et puis, un jour, elle me disait que toutes les filles avec qui je savais qu'elle était copine avant, Machine, Truc et Bidule, elles sont plus mes copines. Et là, je me suis un petit peu inquiétée en me disant, bon, j'espère que ce ne sont que des petites disputes entre copines qui arrivent très souvent à cet âge-là. Et j'espère qu'elles ne se retrouvent pas isolées. Donc, j'ai parlé de mes inquiétudes à la maîtresse le matin en lui disant, est-ce qu'on pourrait se voir 5 minutes à la sortie de l'école ce soir, juste pour parler de ça? Ça m'interpelle et ça m'inquiète un petit peu. J'ai énormément apprécié la réaction de l'enseignante. Vous savez ce qu'elle a fait? Pendant toute la journée, elle a observé Aliénor. Elle l'a observée à la récré et elle a noté. Et elle a vraiment fait une observation scientifique, c'est-à-dire très, très objective. Et elle m'a dit le soir, écoutez, le matin, elle est rentrée, elle a fait un atelier avec Trucmuche. Un peu plus tard, elle est allée lire un livre dans le coin lecture avec Bidule. À la récré, elle a joué avec Truc, Machin et Bidule, etc., etc. Et j'étais rassurée. Par des observations objectives, elle avait pu me montrer que non, ma fille avait des relations avec d'autres élèves de la classe, qu'il n'y avait pas de sujet de s'inquiéter, et que c'était effectivement, comme très souvent, des simples petites disputes qui durent 2 jours chez les enfants. Donc cette maîtresse, nous l'avons énormément appréciée. Je trouve qu'elle a fait un travail remarquable. Elle avait une classe à double niveau, de moyenne section, grande section, et elle a mis en place la méthode des alphas pour les grandes sections et aussi pour les moyennes sections, ce que j'ai trouvé formidable. Aliénor a énormément accroché à la méthode des alphas. Elle a même voulu les travailler tous les jours pendant les vacances. Elle voulait que je lui montre le dessin animé et qu'on travaille les alphas. Donc, en fin d'année, là, elle connaît absolument toutes les lettres et tous les sons. Sauf qu'elle a, depuis très longtemps, très envie d'apprendre à lire et à écrire. Et ce qui m'a frappée, c'est que ça ne se manifeste pas en classe.
J'ai demandé un rendez-vous à sa maîtresse parce que Aliénor ne dessinait quasiment plus, elle écrivait. Elle recopiait des lettres, elle recopiait des chiffres, elle écrivait des suites de chiffres, elle recopiait des mots entiers. J'ai retrouvé comme ça dans son lit un jour un papier sur lequel il était écrit amitié et contrôle de soi. Alors je peux vous dire que quand à 4 ans, vous retrouvez dans le lit de votre fille un papier avec les mots amitié et contrôle de soi, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'elle avait reçu un livret au judo qui mentionnait les valeurs du judo, dont l'amitié et le contrôle de soi, et elle avait recopié, sans être capable de lire et de comprendre ce qu'elle écrivait, évidemment. Et vous voyez à quel point elle avait envie d'écrire, elle se relevait la nuit pour écrire. Et j'ai donc pris rendez-vous avec la maîtresse pour voir ce qui serait peut-être possible de faire à l'école. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'en fait, cette envie de lire et d'écrire ne se manifestait pas du tout en classe. Elle m'a montré son cahier de dessin libre, parce que les enfants avaient un petit bloc-notes de dessin libre. Il y avait quelques lettres et quelques chiffres, mais très peu, c'était essentiellement des dessins. Donc, j'ai vraiment pris conscience de tout ce que les enfants internalisaient très rapidement. Les enfants comprennent très vite le fonctionnement de l'école, l'internalisent et ne s'expriment pas quand quelque chose ne va pas. Aliénor avait pris conscience qu'elle était chez les moyens et que c'était les grands qui apprenaient à lire et à écrire et que donc elle n'avait pas à demander en classe à apprendre à lire et à écrire. Mais elle s'autorisait à le faire avec moi à la maison. Tout ça pour vous expliquer à quel point la perception qu'ont les enseignants des enfants peut être radicalement différente de la perception que les parents ont des enfants. Et je tiens à vous rassurer tout de suite, si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que je ne suis pas du genre à pousser mes enfants. Franchement, j'aurais bien aimé faire autre chose pendant nos vacances que de l'accompagner pour travailler les lettres avec les alphas. Ça venait d'elle. Ça venait d'elle, c'était naturel. On n'a absolument pas cherché à la pousser, mais on aurait aimé pouvoir répondre à cette envie et ce besoin d'apprendre maintenant. Un autre exemple de cette internalisation du fonctionnement de l'école et du fait de ne pas réclamer des choses pour soi, elle en a parlé la semaine dernière, il y avait un petit garçon qui lui criait souvent dans les oreilles ou qui la tapait, qui faisait beaucoup de bruit et qui était un peu dissipé. Et elle était assise à côté de lui dans le cercle quand les enfants se réunissent autour de la maîtresse. Et elle m'en parlait tous les jours. Et je lui disais, mais dis-le à ta maîtresse, peut-être que tu peux t'asseoir ailleurs. Tous les jours. Elle en a parlé, je crois, 3 semaines peut-être avant la sortie des classes, avant les vacances d'été. Et la maîtresse, bien sûr, l'a autorisée à aller s'asseoir ailleurs. Et elle était soulagée. Mais elle a attendu 10 mois pour pouvoir poser cette question à sa maîtresse. J'exagère, elle a attendu 9 mois pour en parler. Alors que tous les jours, elle m'en parlait elle aussi. Donc, encore une fois, Aliénor a eu 2 enseignantes exceptionnelles, vraiment très impliquées, avec d'excellentes méthodes pédagogiques, très douces avec les jeunes enfants. Et elle a eu de très bonnes ATSEM qui l'ont mise à l'aise, qu'elle appréciait énormément. Et malgré ça, vous voyez que c'est très loin d'être parfait. En fait, c'est le système qui ne permettait pas à Aliénor d'apprendre à son rythme. Elle était obligée de s'auto-freiner pour appartenir au groupe, pour faire partie des moyens comme les autres. C'est là où, même s'il y a beaucoup de bonne volonté dans l'éducation nationale, il y a des choses qui sont impossibles, alors j'aime pas dire impossibles, disons très compliquées à changer. C'est une institution qu'il faut renouveler. C'est pas un hasard si dans les formations Montessori que j'ai suivies il y a déjà une bonne dizaine d'années, il y avait beaucoup d'enseignants qui n'en pouvaient plus, qui étaient motivés, mais qui ne pouvaient plus fonctionner en tant qu'enseignants, en accord avec leurs valeurs, et qui se lançaient dans l'instruction en famille pour leurs propres enfants, ou qui partaient dans des écoles hors contrat alors qu'ils étaient enseignants du public. Et malheureusement, l'éducation nationale décourage ses meilleurs enseignants et ne garde du coup que les enseignants moyens qui font leur travail, comme n'importe quel employé moyen, et malheureusement les enseignants médiocres, voire lamentables. Donc c'est dommage, parce que ce sont justement ces meilleurs enseignants, les plus impliqués, les plus motivés, qui vont le plus loin, qu'il faudrait encourager et qu'il faudrait absolument essayer de garder dans l'éducation nationale. Mon analyse générale, c'est que, en particulier en primaire, il y avait beaucoup de sorties. En fait, quasiment autant
pas tout à fait, mais quasiment autant que ce qu'on faisait en instruction en famille. Ils sont allés au salon du livre près de chez nous, ils ont fait un atelier sur la Tour Eiffel, ils ont fait un atelier d'écriture au musée Raymond DeVos, ils ont assisté à un concert de jazz, à une pièce de Molière, ils sont allés dans un centre d'activité pour faire un travail sur les plantes et sur leurs besoins. Il y a eu une après-midi d'Olympiade de l'école, ils sont allés au zoo, ils ont vraiment un tas de sorties. En soi, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est de l'ouverture culturelle. Mais contrairement à l'IEF, où on peut se permettre de faire toutes ces sorties, à l'école, le temps manque en collectif pour aborder les notions fondamentales. Parce que ça prend beaucoup plus de temps de transmettre ces notions fondamentales à une classe, en groupe, que quand on le fait de façon individualisée à la maison. Et du coup, on veut tout faire, à la fois les enseignements fondamentaux et toutes ces sorties avec toutes sortes d'ouvertures. Tout ce dont je vous ai parlé a été fait à la fois par notre fille en CM2 et par notre fils en CE1 sur une seule année. Vous vous rendez compte que ça fait quand même beaucoup. Et il y en a plein que j'ai oubliés. Là, je vous mentionne uniquement les premiers qui me sont venus en tête. Donc, on veut tout faire et ça ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'à la maison, il y a beaucoup de choses à reprendre. Et encore une fois, si ces choses-là, elles sont à reprendre à la maison, qu'est-ce que ça favorise ? Les inégalités sociales et les inégalités culturelles. Et c'est comme ça que les seuls enfants qui s'en sortent sont des enfants qui ont naturellement des facilités au niveau scolaire et des enfants dont les parents peuvent assurer un suivi académique derrière, ce qui est le cas malheureusement d'une minorité de parents, et ça n'est pas juste pour les enfants les plus défavorisés. Concernant les relations humaines ensuite à l'école, franchement, c'était zéro. Alors, il y avait de bonnes initiatives, mais j'ai assisté à des humiliations, j'ai participé à des sorties scolaires, j'ai assisté à des humiliations, pourtant de la part d'excellents enseignants, par ailleurs, mais qui sont dépassés, qui n'en peuvent plus, et qui, lorsqu'un élève leur fait une remarque, se mettent à les humilier publiquement, parce qu'ils n'ont plus l'énergie et les ressources pour réagir autrement. Donc au niveau des relations humaines, vraiment, l'école, qui est censée être un lieu de sociabilisation, c'est le degré zéro des relations sociales. Il y avait des violences dans l'école primaire de mes enfants. L'un des meilleurs amis de notre fils, Stanislas, s'est pris des coups à l'entrejambe pendant la récré. Notre fils s'est pris des coups de pied. Il y a une petite fille qui, à la cantine, s'est fait menacer avec un couteau sous la gorge par un enfant, je crois, de CM1. Donc on parle vraiment de gestes graves à un âge très jeune. Et malheureusement, rien n'est fait. Il a fallu que l'association de parents d'élèves se bouge, se motive, interviennent auprès de la direction pour essayer de faire bouger les choses, mais la mairie n'était pas prête à financer la moindre intervention. Et j'ai proposé, moi, en tant que facilitatrice en discipline positive classe, de faire une intervention, déjà gratuitement pour présenter un certain nombre d'outils, et puis ensuite de pouvoir fonctionner. J'avais même proposé de le faire gratuitement avec 2 classes. L'une des classes qui posait le plus de problèmes, dans laquelle se retrouvaient la plupart des éléments difficiles de l'établissement, et qui avait, formidable, été confiée à 2 stagiaires. Donc déjà, la confier à 2 enseignants, confier une classe difficile à 2 enseignants, c'est difficile, et en plus la confier à 2 stagiaires débutants, franchement, c'était ridicule. Et le système, malheureusement, de l'éducation nationale veut que les profs qui ont le plus d'ancienneté ont davantage de poids pour choisir leur classe. Donc, ils choisissent les classes les plus tranquilles, les classes qui leur demandent le moins de travail et les meilleurs éléments. Et ce sont les stagiaires qui débutent, qui se retrouvent directement avec les élèves qui présentent le plus de difficultés, alors qu'ils n'ont pas d'expérience. Donc, c'était assez lamentable. Donc, j'ai proposé d'intervenir même gratuitement pour 2 classes. Mais en fait, il n'y a pas de volonté de changer. C'était sur la base du volontariat. Les enseignants qui sont venus assister à ma présentation des outils de la discipline positive étaient en fait déjà les enseignants qui en faisaient le plus dans cette démarche et les enseignants dont les classes fonctionnaient le mieux, dont d'ailleurs l'enseignante de notre fille en CM2. Donc, encore une fois, le souci est qu'on a certains enseignants qui sont extrêmement motivés, qui en font beaucoup et qui sont encore prêts à s'améliorer. La difficulté de ces enseignants, c'était surtout qu'ils devaient répéter les consignes à longueur de temps dans la journée. Vous vous rendez bien compte que c'est un problème, je le conçois, et c'est épuisant pour l'enseignant, mais ça reste un problème totalement mineur
par rapport à une classe où un élève menace physiquement une autre élève en lui mettant un couteau sous la gorge. Ça, c'est dramatique. Ça n'a rien à voir avec des classes où certains élèves donnent des coups de pied et harcèlent d'autres élèves. Il y a de véritables différences entre ces deux situations. Et encore une fois, ce sont les enseignants des classes où ça se passe le mieux, les enseignants qui mettent déjà en place beaucoup d'outils, comme la charte de classe, des discussions de classe avec les délégués, etc. Ce sont ces enseignants-là qui cherchent encore à faire mieux et pas les autres qui en auraient le plus besoin. Et puis, je vous ai parlé de ces histoires de secrets qui circulent, ce manque de transparence dans l'école que je trouve assez lamentable. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre parce que une très bonne amie est à l'association des parents d'élèves. Et donc, de par son rôle de représentante des parents d'élèves, entend beaucoup de choses, aussi bien de l'école que des parents. Et du coup, peut essayer d'intervenir pour améliorer les choses. C'est ce qui a permis que je puisse intervenir et faire une intervention de discipline positive. Mais comme les enseignants qui en avaient le plus besoin n'étaient pas là, ça n'a pas pu donner suite. Et pourtant, encore une fois, j'étais prête à le faire gratuitement pour 2 classes. Ce qui représentait quand même un investissement assez considérable en temps. J'étais prête à intervenir chaque semaine 1 demi-heure ou 1 heure par classe jusqu'à la fin de l'année. Et c'était en mars que j'ai proposé ça. Et ça n'a pas été suivi d'effet, tout simplement. En fait, la direction n'avait pas envie de chercher une solution. Et on a simplement contacté une équipe du RASED, donc des enseignants chargés de ce genre de problème qui étaient censés avoir des entretiens avec les élèves. Voilà. Mon fils qui s'est pris des coups de pied n'a jamais eu d'entretien avec ces enseignants-là. En fait, ils ont dû discuter avec 5 ou 6 enfants, pas plus. Et rien ne s'est arrangé après. Les choses se sont arrangées lorsque l'un des élèves, qui était parmi les plus perturbateurs, celui qui avait utilisé un couteau, a quitté l'école. Mais bon, il y avait peut-être d'autres solutions que simplement virer cet élève de l'école. Enfin, virer. Voilà, c'était un départ en accord mutuel, disons. Au final, j'aurais vraiment eu la confirmation qu'il existait des enseignants formidables. Ça, je le savais déjà. Hein. J'en ai dans mes formations d'ailleurs. Il existe des enseignants formidables, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Il existe des enseignants moyens et il existe des enseignants objectivement lamentables. Ce qui n'est pas une surprise et ce qui est le cas dans tous les métiers. J'ai aussi eu la confirmation que le système était vraiment intrinsèquement vicié et que l'école d'aujourd'hui n'avait rien à voir avec l'école de notre enfance. C'est-à-dire que, moi je me rappelle au collège, il y avait quelques problèmes de drogue dont on entendait parler. Là, aujourd'hui, les problèmes qui se posent, ce sont des vidéos porno qui sont partagées dans des classes de primaire. C'est de la violence dans des classes de CE1, de CE2. Ce sont des menaces de mort, ce sont des choses comme ça. Donc l'école d'aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec l'école de notre enfance, il faut vraiment en prendre conscience. Et il y a malheureusement beaucoup à faire, on part de très très loin, je ne désespère pas. Mon combat pour la liberté d'instruction a pour but de maintenir l'instruction en famille, pour qu'il y ait toujours une porte de sortie, de faciliter les ouvertures d'écoles hors contrat, pour stimuler la liberté, les innovations pédagogiques en fait de l'ensemble du monde éducatif, et de faire en sorte que les écoles publiques et privées sous contrat, dont les enseignants dépendent aussi de l'éducation nationale, sont payés par l'État, de faire en sorte que les choses s'améliorent dans le public et le privé sous contrat. Pour moi, tout ça est indissociable et ça va ensemble. C'est-à-dire que justement, c'est le fait d'avoir une porte de secours par l'IEF qui peut amener l'éducation nationale à se poser des questions sur ces pratiques. Mais il y a malheureusement beaucoup à faire. Alors, la semaine dernière, l'une d'entre vous avait demandé à nos enfants s'il y avait 3 choses qu'ils devaient changer à l'école, qu'ils voulaient changer à l'école, ce que ce serait. Et ils n'ont pas eu beaucoup d'idées sur le moment. Mais en fait, je suis retombée, en cherchant mes fameuses notes sur les réunions de rentrée, sur la fiche que notre fille Elisabeth s'était faite lorsqu'elle s'est présentée aux élections de délégués en CM2. Et elle avait fait une liste de choses qu'elle voulait demander, pour lesquelles elle voulait travailler. Elle proposait qu'il y ait plus d'activités manuelles. Donc je vais vous lire sa petite fiche. De nettoyer plus souvent les toilettes. D'avoir de meilleures chaises. D'avoir de meilleurs livres. D'avoir des petits temps de dessin.
d'avoir un banc de l'amitié dans la cour. L'idée étant que quelqu'un qui ne savait pas avec qui jouer pouvait s'asseoir sur ce banc de l'amitié et que si on était en train de jouer, on pouvait repérer qu'il y avait quelqu'un qui n'était avec personne et aller le chercher pour lui proposer de jouer avec nous. De mieux manger à la cantine. Pourtant, elle appréciait beaucoup la cantine, donc je ne sais pas ce qu'elle entendait exactement, mais d'avoir plus de jeux dans la classe et d'avoir plus de temps de lecture pour le plaisir. Voilà, je trouve que ce sont, ma foi, des revendications très honnêtes, très raisonnables. Et peut-être qu'on devrait laisser le ministère de l'Éducation nationale à nos enfants. Ils ont peut-être de meilleures idées que certains politiques ou certains pédagogues. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est un épisode qui est déjà monstrueusement long. Mais vous comprenez aussi que forcément faire le bilan d'une année entière pour 4 enfants dans 3 établissements différents, ça représentait beaucoup de travail, ça représentait beaucoup de choses à dire et j'espère que mon témoignage vous aura apporté quelque chose, vous aura donné envie ou pas de pratiquer l'instruction en famille, vous aura peut-être rassuré aussi sur l'adaptation des enfants à l'école ensuite et aura répondu à certaines de vos interrogations sur les modalités pratiques de tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent été et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.